Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour cette sonnerie plutôt impromptue. En réalité, c'est notamment auprès de Tristan, c'est ma fille qui rentrait du collège et qui a donc oublié d'enlever l'alarme avant de rentrer. Elle rentre du collège en prenant le réseau Bibus puisqu'elle ne peut pas prendre le réseau Bresgo, étant habitante elle-même d'une commune de la métropole. Alors ceci dit, moi, je tiens à donner une petite inflexion à mes propos précédents parce que j'ai trouvé l'intervention de votre premier vice-président plutôt lucide sur le constat. Et il me semble que nous avons assisté en direct à une sorte de réalignement de la politique régionale plus conforme à ce que j'essaie moi-même de pousser depuis 2015 maintenant. Alors je ne vais pas parler longtemps parce que vous avez évoqué énormément de sujets, je crois qu'on a 2 heures de retard, mais je pense que la question centrale aujourd'hui que nous devons nous poser dans notre Assemblée est de savoir comment rendre en post-crise attractifs nos transports en commun, nos transports scolaires, notre TER, notre TGV, parce que nous avons pris, en Bretagne comme ailleurs en France, des mauvaises habitudes et que les contraintes sanitaires ont éloigné probablement les usagers. J'aimerais simplement que vous puissiez vous interroger, et je vais vous proposer de vous écrire dans les prochaines semaines pour éviter d'avoir un propos trop long, mais de vous interroger sur le règlement intérieur des transports scolaires notamment, sur l'éloignement des points de montée-descente des habitations. Je trouve que 3 km, ça reste c'est pas raisonnable, et de voir également pour les inscriptions sur ce réseau, vous demandez à ce que les enfants puissent être inscrits au mois d'avril ou dès le mois d'avril, alors que la plupart, lorsqu'on fait le passage du CM2 en 6e, ne connaissent pas encore forcément leur collège de rattachement. Donc, de vraies interrogations sur les transports. Sur le TER, j'aurais voulu vous entendre un peu plus sur la sécurité, sur la sûreté. J'aurais souhaité entendre un peu plus sur la tarification, sur la billettique, sur la connectivité et sur la multimodalité. Nous avons assisté à une sorte de réalignement. J'aimerais simplement prendre un tout petit peu plus de temps sur le sujet de la LNO-BPL. Parce que nous assistons aujourd'hui en France à une véritable asymétrie entre le développement notamment du projet Sud-Ouest et la LNO-BPL. En mai 2021, j'ai pu m'émouvoir ici de la promesse d'engagement du Premier ministre sur la réalisation de la grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan, avec un lancement de travaux prévu en 2024. Et les dates sont importantes, il faut bien les retenir. Fin janvier, Jean Castex a signé un protocole d'engagement financier pour la réalisation d'un premier tronçon entre Montpellier et Béziers, devant être livré d'ici 2030. Mieux encore, ce grand projet Sud-Ouest, Bordeaux-Toulouse d'un côté, Bordeaux-Dax, a été validé par l'ensemble des collectivités participantes, malgré de fortes oppositions, et je tiens à souligner l'une d'entre elles, qui est importante parce qu'elle n'est pas anodine, l'opposition farouche du nouveau maire de Bordeaux. Et là-bas, une société publique de financement est en passe d'être montée, et conformément à la promesse faite par le Premier ministre, le début de chantier est prévu, je le dis, en 2024, pour une mise en service en 2030 et 2032. Et pendant ce temps-là, j'ai le sentiment que nous, on lambine. Parce que le 3 mars prochain, à 19 h à Rennes, seule grande ville de Bretagne à avoir la grande vitesse, je cite, une réunion de clôture du dialogue territorial dans le cadre de la première phase des études préliminaires de la LNO-BPL est organisée. Des études préliminaires. On en mène depuis le milieu des années 2000. Et je crois qu'on doit vraiment aimer les préliminaires en Bretagne parce que depuis le temps qu'on mène ces études, il doit y avoir un sérieux sujet. Plus sérieusement, d'ici 2027-2028, si tout va bien, et si j'en crois les documents qui sont communiqués sur le site Internet, seront lancées les premières enquêtes publiques, c'est-à-dire au-delà de ce mandat, pour une mise en service en post-2035. Et ça sera le mandat encore après. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, je trouve que c'est ubuesque d'assister à ce dossier de la LNO-BPL. À ceux qui me répondront que ces projets du Sud-Ouest n'ont pas la même importance, je rappellerai que la LGV Bordeaux-Toulouse, initialement prévue en 2030, tout comme la LNO-BPL d'ailleurs, avait été repoussée à 2037 par le rapport Duron de 2018.
et la ligne Montpellier-Perpignan carrément mise au placard à l'époque. Mais ça, c'était avant la crise sanitaire. Parce que depuis, la présidente de la région Occitanie, votre homologue Carole Delga, qu'on ne peut pas vraiment soupçonner de proximité avec la majorité actuelle, a obtenu pour la seule ligne Bordeaux-Toulouse un gain de près de 7 ans sur le calendrier du rapport Duron. 7 ans. Mieux, sur l'ensemble de ces deux projets, l'État s'engagera à hauteur de 7 milliards d'euros. Ce qu'on peut dire, c'est que la région Occitanie s'est mobilisée fortement, fermement, et a su entraîner dans son sillage les départements, les communautés, les EPCI, pour créer une société de financement qui portera 40% de l'investissement total, 40% pour l'État et 20% pour l'Union européenne. Et nous, on lanterne. Je vous invite vraiment, parce que ça urge, à montrer les muscles, me semble-t-il, parce que derrière, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres projets. Il y a la liaison ferroviaire Lyon-Turin, qui reviendra probablement, la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur, la ligne Nouvelle Paris-Normandie, celle Roissy-Picardie, la ligne interconnexion pour le sud de l'Île-de-France, sans oublier les projets qui aujourd'hui sont enterrés, Paris-Clermont-Ferrand ou le barreau Poitiers-Limoges, qui pourraient ressurgir. Je vous invite vraiment à montrer les muscles. On ne doute pas de votre volonté. On vous demande vraiment d'aller au charbon. Et si je suis de nature optimiste, je ne suis pas naïf. Nous devons le faire maintenant, au mois de mars, parce que le robinet d'argent public ne durera pas tout le temps. LNOPPL, c'est un coût potentiel de 5,5 milliards avec une participation de l'État de 2 milliards d'euros. Et là, force est de constater qu'à la relecture du pacte d'accessibilité de l'époque, nous sommes encore loin de ces promesses. Alors pour ce premier budget, nous aurions souhaité qu'il soit plus expressif. Même chose pour le CPER, je crois que les interlocuteurs, les personnes qui ont parlé avant moi ont pu l'exprimer. Nous aurions voulu un budget plus ambitieux et je vous rejoins, une ambition pour les transports du quotidien comme la ligne à grande vitesse et les projets plus structurants. Je vous remercie.